Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropode quoi ? L'Anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie ? Une production VoyageCast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast numéro 8. Je suis toujours Jonathan et je suis toujours accompagné d'Anne-Laure. Salut Anne-Laure. Et salut Jonathan. La dernière fois, on avait parlé de Margaret Mead et notamment de ses deux plus grandes œuvres, en tout cas deux œuvres les plus connues, qui s'appellent Coming of Age in Samoa et puis la deuxième, Sexe et tempérament dans trois sociétés primitives. Et puis on avait raconté un peu ce qui se passait. On se rappelle de ces jeunes filles qui ne subissaient pas l'adolescence comme chez nous, que c'était quelque chose de très agréable, avec beaucoup de partenaires sexuels notamment, et puis dans celle des trois sociétés, on avait trois sociétés qui étaient vraiment très très différenciées, avec un côté un peu spartiate, un côté pacifique. On avait dit que ça ressemblait un peu à des sociétés de science-fiction qui sont très bien partagées et très très différentes. Bon, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, c'est ce que Margaret Mead avait dit. Elle a été là-bas, elle a écrit notamment sur les Arapèches par exemple. Elle était avec son compagnon, je crois. Il a pensé la même chose qu'elle. Et ben justement là-dessus il y a un sujet un peu à controverse parce que donc son compagnon Fortune qui était avec elle sur le terrain pendant plusieurs années était lui aussi anthropologue et n'a pas du tout marqué les mêmes choses qu'elle dans ses notes, c'est-à-dire que là où Margaret voyait une tribu, les Arapèches, comme des gens pacifiques, son mari disait moi je les trouve quand même un peu pas cool. Et puis pareil pour les Mudugumors, qu'elle voyait comme les Spartiates, les guerriers, lui était non, moi je trouve qu'ils sont plutôt sympas, plutôt posés. Donc deux chercheurs au même endroit qui identifient des tempéraments globaux en plus, ça se fait plus trop, mais totalement différents, ça interroge quand même un peu sur les méthodes et sur l'interprétation des données, quoi. Maintenant, on peut imaginer si ça se passait maintenant, qu'on aurait aussi deux anthropologues qui iraient dans ces mêmes sociétés, qui seraient exactement les mêmes qu'à l'époque. Est-ce qu'on aurait les mêmes résultats? Deux anthropologues qui pensent finalement quelque chose de diamétralement opposé. Déjà, aujourd'hui, je pense qu'on serait un peu moins essentialiste, donc on aurait moins cette tendance à vouloir absolument dire eux ils sont gentils, eux ils sont méchants, eux ils sont guerriers, eux ils sont ça. Donc il y aurait peut-être moins de différence à ce niveau-là. Après, sur d'autres thèmes, il peut y avoir des différences, mais à ce point-là, aussi de manière aussi marquante, ça montre qu'il y a quelque chose, pas forcément un problème, mais au moins quelque chose de plus profond à découvrir, quoi. Ouais, il aurait fallu peut-être rester plus longtemps dans ces sociétés pour peut-être affiner un peu le trait. Oui, complètement. Plus tu restes longtemps, de toute façon, et mieux c'est. Ok, on n'a pas énormément plus d'informations sur ce livre, on en a par contre beaucoup plus sur Coming of Age in Samoa, et c'est un peu normal parce que ça a été quand même, on l'avait dit la dernière fois, quelque chose de très nouveau dans l'anthropologie, notamment un côté féministe un peu qui avait été exprimé, et puis aussi parce que il y a un monsieur qui s'appelle Derek Freeman, qui est aussi anthropologue, qui a fait une critique plutôt violente. Il a écrit 2 livres. C'est assez fréquent comme ça dans le monde des anthropologues, un anthropologue qui écrit quelque chose, un autre qui écrit une critique comme ça, vraiment dirigée. C'est pas ce qui se fait le plus, mais c'est vrai que des fois ça arrive comme ça, et il y a certains anthropologues qui connaissent plus d'acharnement à leur rencontre que d'autres. Je pense à Jérémy Narby, qui était anthropologue et qui a écrit par rapport à l'ayahuasca et qui a totalement été délégitimé par la communauté scientifique. Et dans ces cas-là, c'est pas forcément facile. Pour Jérémy Narby, lui, il a dit tant pis, je m'en vais, tant pis pour vous. Mead a eu la chance d'être critiqué assez tardivement. Ouais, c'est ça, c'est arrivé finalement peu de temps après sa mort. Enfin, le manuscrit lui a été envoyé avant qu'elle meure, mais elle avait 75 ou 76 ans. Je sais pas si ça l'a achevé, mais en tout cas, elle n'a pas eu le temps de réponse, de répondre intelligemment. C'est dommage parce que ça aurait été intéressant. Oui, parce qu'après, ça peut apporter aussi la controverse, etc. Enfin, c'est toujours bien de rediscuter des données et ça apporte aussi beaucoup, quoi. Mais bon, là, du coup, c'est dans un seul sens. On saura jamais ce qu'il en est vraiment et le mystère restera entier. Ouais, dans le dernier podcast,
on avait dit qu'elle avait interrogé notamment 68 jeunes femmes, jeunes filles, on peut dire, au Samoa, et puis qu'elle lui avait raconté que il y avait une vie sexuelle plutôt libérée, que c'était très sympa, qu'elle se cassait pas trop la tête, et puis qu'ensuite, un peu plus âgée, elle finissait par se marier, avoir des enfants, avoir une vie plutôt normale, entre grosses guillemets, et puis voilà, ça a été mis en doute, notamment par ce monsieur Derek Freeman. Il a été, plusieurs années après, questionné, il a trouvé une de ses femmes, qui était une grand-mère, et puis il lui a dit, voilà, tiens, est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé, est-ce que c'est vrai ce que t'as raconté? Puis elle a dit un truc assez étonnant, elle a dit ah mais non, en fait moi j'ai dit ça pour me marrer, c'était une blague, et puis elle a pris ça au sérieux, et puis après du coup elle a un peu théorisé là-dessus, mais ah non, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? C'est un peu bizarre, non? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Comment il peut expliquer ça? Ça peut être tellement de choses. Cette vieille dame, à quel moment elle a menti, à quel moment elle a dit la vérité, déjà ça on sait pas. Eh ben oui. Autant elle peut mentir maintenant, autant elle pouvait mentir avant, il y a un mensonge quelque part, en tout cas à un moment ça colle pas. Mais ça montre bien que c'est très difficile une fois que du temps est passé de pouvoir infirmer ou affirmer certaines choses qui ont été dites, quoi, parce que en soi, voilà, Margaret Mead a dit avoir fait ça, elle a relevé une 60aine de témoignages. Qui peut dire que c'est faux, à part Freeman? Bonne question. Et qui peut dire pourquoi les jeunes filles ont parlé, ce qu'elles ont dit? Quoi qu'il arrive, quelles que soient les raisons, qu'elles aient menti ou qu'elles aient dit la vérité, les données représentent quelque chose. C'est-à-dire que si elles ont menti, ça prouve qu'il y a quelque chose derrière de culturel qui fait qu'elles ont menti, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a toujours du matériel, quoi. Après, savoir où est la vérité, ça me paraît compliqué aujourd'hui, quoi. Ouais, et surtout qu'on peut l'expliquer quand même de plusieurs manières, notamment une des explications, il y a un article vraiment très intéressant en anglais sur Wikipédia sur Coming of Age in Samoa, je vous encourage vraiment à le lire si vous voulez savoir plus précisément ce qui s'est passé, mais notamment il y a un gros bulldozer qui est arrivé dans beaucoup de cultures, malheureusement, pas forcément dans le sens religieux, mais malheureusement parce qu'on du coup on a perdu certaines données, c'est la religion chrétienne qui est arrivée, qui forcément est moyennement compréhensive avec un comportement un peu libéré au niveau sexuel dans la jeunesse avant le mariage, et donc on n'a pas dit ça non plus, mais Margaret Mead était une femme, ça paraît évident, elle a parlé avec des femmes, et puis ce Derek Freeman est arrivé, lui c'était un homme, qui a demandé à une grand-mère, en fait, dis donc, est-ce que c'est vrai que quand t'étais jeune, t'as été couché un peu avec tous les mecs du village? Non mais enfin, c'est compliqué quand même. C'est bien de le poser comme ça et de voir à quel point la réponse peut vraiment être variable, quoi. C'est ça. C'est ça. Une des critiques de Freeman, c'était de dire, voilà, du coup, elles ont toutes dit quelque chose pour rigoler. Oui, 68 mensonges identiques, c'est ça. C'est statistiquement, même si Dr House dirait bien sûr tout le monde ment, c'est quand même étrange que tout le monde fasse le même mensonge au même moment. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, et là c'est un truc un peu inquiétant pour l'anthropologie, enfin même si les comportements d'un anthropologue sont pas forcément représentatifs de l'anthropologie, mais Freeman, quand il a récolté des datas, il a récolté beaucoup de données, il a récolté quand même des données qui étaient plus ou moins intéressantes, notamment qu'à peu près 40% des jeunes filles de moins de 17 ans étaient engagées dans une relation sexuelle hors mariage. À l'époque, on est quand même dans les années 35, 40. Ouais. J'ai pas pris les données qu'il y avait à notre époque, mais ça paraît quand même être relativement représentatif. Alors pas forcément pour la religion, mais on se rappelle quand même que Margaret Mead, elle écrivait plutôt pour les Américains, qui ont un côté puritain qu'on leur connaît encore aujourd'hui. Et donc, oui, quand même, ça pouvait être représentatif, même si c'était pas toutes les jeunes filles. Oui. C'était quand même plus de jeunes filles qu'aux États-Unis. Et ça rejoindrait un peu ce que tu as dit avant, justement, c'est que elle a peut-être généralisé un peu trop. Oui, c'est le problème de l'essentialisme. Mais ça révèle aussi des choses, quoi. Mais voilà, faut faut prendre du recul, quoi. Exactement, il faut prendre du recul, et c'est un peu ce qui est
voilà, ce qu'on voulait dégager de ça, c'est que par rapport à des interviews, par rapport à des recherches très spécifiques, c'est un peu enfin, il y a plusieurs façons de voir la chose. Et puis aussi, un point important, c'est que les données qu'elle a eues sont perdues, en fait. C'est-à-dire que et c'est un peu par rapport à certaines sciences, par exemple, où, par exemple, on a été au CERN dernièrement, où ils peuvent reproduire presque à l'infini les mêmes expériences avec les mêmes données, et forcément, au bout d'un moment, ils arrivent à des statistiques assez élevées pour dire, ben voilà, on peut dire à 98% que c'est ça. Ouais, en anthropologie, ça marche pas pareil. Exactement. Tout change tout le temps. Donc, même un instant, même revenir 1 an plus tard sur ton terrain, les choses ont déjà changé. Donc, plusieurs décennies après, faut pas essayer d'y retrouver la même chose, quoi. Faut vraiment avoir cette idée d'évolution. Donc, ce qui est perdu et le bon reste. De changement, pas d'évolution. Changement. Évolution, multiple. On va arrêter là gentiment sur la critique entre Freeman et puis Margaret Mead. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a 2 personnes qui ont étudié plus ou moins les mêmes endroits, plus ou moins au même moment. Mais le problème, c'est justement le plus ou moins. C'est-à-dire que c'est 20 ans plus tard, et c'est pas les mêmes îles. Et on sait quand même que c'est important là-bas. C'est très important. Localement, il peut y avoir des différences quand même assez grandes. Et puis, ce qu'il faut reconnaître à Mead, et on va peut-être terminer là-dessus sur Mead, elle a quand même été hyper en avance sur son temps, en incluant autant le côté culturel et pas le côté biologique, ce qui était le côté de Freeman. Donc on a aussi des idéologies à quelque part qui s'affrontent, qui sont forcément pas d'accord sur tous les points. Ouais, c'est ça. Bah, c'était super important parce que c'est vrai que ça a changé complètement une certaine vision qu'on avait de l'homme. Elle a ouvert tout ce qui est de l'étude des genres. Et puis elle a permis de faire germer cette idée que la nature humaine, elle était toujours socialement travaillée, qu'il n'y avait pas de nature humaine pure, préservée, primitive ou je ne sais quoi. Et que donc elle a montré que ça se passait à travers l'éducation, par la danse, enfin ça c'est ce qu'elle a montré dans ses travaux. Enfin aujourd'hui ça paraît évident en anthropologie d'affirmer que l'homme et la femme sont fabriqués socialement, mais il faut se dire qu'à cette époque c'était vraiment pas le cas, quoi. On pensait vraiment que c'était biologiquement déterminé. Et je pense que ça doit se croire encore à notre époque. Oui, malheureusement. Et puis voilà, du coup, d'avoir lancé ce genre d'idée, ça a ouvert la voie à d'autres chercheurs. Et maintenant, on sait que la production sociale, c'est le fondement de la vie matérielle humaine, quoi. Et ça, enfin, tu vois, ça a des répercussions même au-delà du champ des rapports de genre. Après, ce que ça a pu apporter donc à cette spécialisation particulière, c'est la distinction entre les hommes et les femmes, de savoir que c'est avec le travail collectif qu'on a commencé à faire cette distinction, et donc elle est sociale et en rapport avec un contexte, qu'en fait, il y a un espèce de rapport de force qui se fait entre les hommes et les femmes, et les femmes ont plutôt l'avantage pour ce qui est de la reproduction. Plutôt, ouais. Parce que c'est elles qui enfantent, c'est elles qui transmettent la culture aux générations futures. Et du coup, on observe que si les hommes ont tendance à prendre l'avantage dans le domaine du travail, c'est pour maintenir un espèce d'équilibre. En fait, il y a un rapport de force dans les deux genres. Et après, ce qu'on observe, ce que l'anthropologue va observer dans les sociétés, c'est la manière dont cela s'imbrique et la manière dont cela prend des formes culturelles, quoi. Parce qu'à partir de cette base commune, il y a une diversité absolument inimaginable. Et du coup, voilà, c'est d'avoir l'idée de se dire que ça peut être culturel et pas biologique, c'était déjà vraiment une grande porte, quoi. Une grande porte qui s'ouvrait et du coup on peut lui reconnaître ça, hein. Alors aussi, ce qu'on peut rajouter au niveau de Margaret Mead, mais plus globalement encore du courant culturaliste dont elle faisait partie, c'est que c'est un courant très important parce qu'il a permis de lutter contre les préjugés racistes, ethnocentriques et donc sexistes, comme on peut l'imaginer avec Mead, en défendant le relativisme culturel. Donc justement, avec toutes ces théories qui mettaient en avant l'apport de la culture sur l'individu, il remettait en question certains grands principes complètement infériorisants et hiérarchisants entre les sociétés humaines, les soi-disant races, etc. C'est une école de pensée qui a vraiment été importante, et on peut dire aussi que c'est pas pour rien que certainement elle est née aux États-Unis, parce que c'est un endroit qu'on sait très multiethnique, et donc l'école de pensée qu'on appelle culture et personnalité, c'est sûrement un peu galvanisé de tout ce climat qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et aujourd'hui encore, le culturalisme est quasi essentiellement américain, quoi.
Donc, ok, ils étaient peut-être un peu essentialistes, ils avaient peut-être ils ont fait des erreurs comme tous, mais malgré tout, ils ont apporté à la discipline et je pense à l'humanité plus globalement. Et puis ce que ça montre, c'est que comme pour l'évolutionnisme, on voit qu'en anthropologie et comme dans les autres sciences, il y a du bon et du mauvais dans tous les courants. Les chercheurs, ça reste des humains. Et puis avec le temps, il y a le meilleur qui reste et puis le mauvais s'effrite et disparaît dans le temps. Ouais, c'est hyper intéressant ça. Et enfin, au final, moi, ce que je retiens sur Mead, c'est que même s'il y a encore peut-être des petits détails, qu'elle a été peut-être trop loin, ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a été militante quand même hein, dans sa recherche. On pourra en discuter si c'est un mal ou pas, hein, bien sûr, mais on n'a pas le temps actuellement, mais ça va certainement revenir un jour ou l'autre. Oui. Mais en tout cas, elle a vraiment apporté quelque chose de neuf, qui a influencé, qui influence toujours maintenant. Et je trouve que c'est intéressant parce que voilà, c'est une femme qu'on connaît pas. Et on dit qu'il n'y a pas assez de femmes dans la science, mais c'est peut-être parce qu'on n'en parle pas assez. Voilà, parlons-en. Et parlons-en, exactement. Avant de finir, on a juste peut-être un truc à vous dire. On a commencé, c'est en bêta-test, c'est encore en test, une communauté sur l'anthropologie où on va essayer de causer entre nous au début parce que on n'est pas beaucoup, mais tout le monde peut y venir, que vous soyez anthropologue, pas anthropologue, que vous ayez des questions sur l'anthropologie, l'ethnologie, on essaiera d'y répondre ou d'amener des gens qui sont capables d'y répondre. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur fr.anthropologie en anglais, donc simplement avec Y à la fin, -community, donc comme en français, à part que c'est un Y à la fin, .com, vous allez arriver sur une page, il suffit de vous inscrire, vous posez vos questions, vous répondez aux questions des autres. Bref, on va essayer de faire ça, je me dis que ça peut être sympa d'avoir un petit coin d'internet où on peut parler d'anthropologie en toute liberté. Venez. Ça peut être sympa. Venez, nombreux, exactement, on est gentils, on mord pas. Non, on et mord puis pas. contrairement à Facebook, Twitter et tout ça, on ne vous demande vraiment aucune info, juste votre adresse email pour récupérer votre mot de passe, mais c'est la seule chose, on veut pas savoir qui vous êtes, par contre on veut bien parler avec vous agréablement d'anthropologie. Alors je vais finir sur une citation que j'aime beaucoup et qui est assez en rapport avec les 2 derniers épisodes qu'on a sortis, notamment certaines phrases que Margaret Mead avait citées, c'est de Hume en 1748, Enquête sur l'entendement humain. Il dit « Si, à son retour d'un pays lointain, un voyageur nous rapportait que les hommes diffèrent complètement de tout ce que nous connaissons, que ces hommes ne connaissent en rien l'avarice, l'ambition ou la revanche, qu'ils n'ont d'autre plaisir que l'amitié, la générosité et le sens du bien public, nous remarquerions tout de suite la fausseté de tels propos et nous l'accuserions de n'être qu'un menteur avec autant d'assurance que s'il avait rempli ses récits d'histoires de centaures et de dragons, de miracles et de prodiges. » J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Je pense franchement que cette citation est pas mal aussi pour tout ce qui est blog de voyage, etc. Quand c'est trop beau, c'est peut-être que ça n'a pas été assez profond. Mais bon, c'est un autre sujet. On se donne rendez-vous déjà dans 2 semaines pour l'épisode 9 d'Anthropodcast. Et cette fois-ci, ce sera avec un professeur de l'université Fribourg, sauf erreur. Et nous avons parlé du commencement un peu, qu'est-ce que c'est l'anthropologie, les différences entre l'anthropologie et l'ethnologie, et puis ensuite on a parlé de la scientificité de l'anthropologie, et ça regroupe encore une fois un peu ce dont on a parlé. Mais on se dit dans 2 semaines, et puis nous, certainement à plus tard, je sais qu'on a déjà un freestyle en préparation, ce sera pour fin novembre, début décembre, c'est déjà préparé, et on va s'y mettre. En tout cas, merci Anne-Laure, c'était un vrai plaisir d'enregistrer avec toi. Merci à toi. Ciao ciao. Ciao, ciao.